Sous l'Alsace, la France a enterré 42 000 tonnes de déchets toxiques. Pas dans un désert, pas loin de tout, mais sous l'une des eaux souterraines les plus précieuses d'Europe. Et maintenant, alors que cette histoire devrait servir d'avertissement définitif, le pays se remet à parler d'ouvrir des mines. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un dépôt souterrain, c'est l'histoire d'une décision qui semblait technique, jusqu'à ce que vous perceviez l'échelle. Parce que Stocamine n'est pas seulement sous la France. Elle est sous un système d'eau qui se connecte à la Suisse et à l'Allemagne. Des millions de personnes dépendent de cette réserve. Et ce qui reste enterré là-dessous comprend du mercure, de l'arsenic, du cyanure, de l'amiante et d'autres déchets industriels dangereux. Mais la partie la plus inconfortable n'est pas celle-là. Le détail qui apparaît presque jamais quand de tels projets sont vendus au public est celui-ci. Enterré profondément crée la sensation psychologique d'une solution finale. Cela semble définitif, cela semble propre, cela semble intelligent. Mais la profondeur n'est pas synonyme d'oubli. C'est seulement une façon de repousser le problème vers un endroit où il devient plus coûteux, plus difficile et, dans certains cas, pratiquement impossible à corriger ensuite. La partie la plus inconfortable est que, pendant longtemps, cela a été présenté comme une solution temporaire. Et maintenant, en pratique, le débat porte sur comment laisser tout là pour toujours. Si cela semble déjà grave, attendez de voir le deuxième territoire. Parce que la France connaît déjà le prix d'une mine qui est terminée, et il est encore payé dans les Cévennes. À la fin des années 1990, une ancienne mine de potasse à Wittelsheim, en Alsace, a été convertie en lieu de stockage souterrain de déchets dangereux non radioactifs. La logique semblait simple, utiliser la profondeur géologique comme barrière. Ce qui resterait là-dessous serait contrôlé, isolé, hors du chemin. Mais il y a une phrase essentielle dans cette histoire. C'était censé être temporaire. Entre 1999 et 2002, environ 42 à 44 000 tonnes de déchets industriels ont été stockés sur le site à plus de 500 mètres de profondeur, dans d'anciennes galeries ouvertes, sous la surface et sous la nappe d'Alsace. Puis vint l'incendie souterrain de 2002. La confiance dans le projet n'est jamais revenue à la normale. Ce qui avait été présenté comme de l'ingénierie contrôlée a commencé à sembler autre chose. Un pari fait dans le noir. Mais le plus grand problème n'était pas l'incendie. L'incendie a donné une image. L'incendie a fait la une. L'incendie a inspiré la peur immédiate. Mais ce qui est venu après était pire, parce que cela ne semblait pas urgent. Cela semblait être un délai. Et c'est le type de danger qui trompe le plus les sociétés entières. L'événement dramatique attire l'attention un moment. Le processus lent détruit la chance de correction presque sans que personne ne remarque que le délai réel a déjà commencé à disparaître. C'était le calendrier. La grande tension de Stocamine n'a jamais été cinématographique. Et c'est peut-être exactement ce qui rend l'affaire si perturbante. Il n'y a pas d'explosion continue. Il n'y a pas de fumée qui monte à l'horizon. Il n'y a pas l'image classique de désastre qui oblige un pays à réagir. Il y a quelque chose de plus traître. La roche qui se ferme lentement, l'accès qui se détériore, le temps qui vole les options et une catastrophe potentielle qui avance sans offrir au public le confort visuel de sembler urgente. C'était géologique. Une mine souterraine n'est pas un coffre-fort éternel. Elle se déplace, elle converge, elle cède, elle change de forme avec le temps. Et c'est exactement pour cela que le débat aujourd'hui ne porte pas sur la perfection. Il porte sur quel désastre semble moins mauvais. Le 17 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a validé le confinement définitif des déchets, entendant que le déstockage total ou partiel n'était plus réalisable dans des conditions acceptables de sécurité pour le personnel et pour l'environnement. La solution acceptée a été de construire des barrières de béton et de sceller l'accès. Mais la décision judiciaire n'a pas mis fin à la peur, elle a seulement changé la nature de la peur. Parce que l'argument des critiques est simple et dévastateur. Sceller ne fait pas disparaître la toxicité. Selon des enquêtes et des reportages récents,
la mine est destinée à s'inonder progressivement au cours des siècles, et il reste une incertitude centrale quant à ce qui se passe lorsque l'eau rencontre ce cocktail chimique. Les environnementalistes ont commencé à appeler le lieu une bombe à retardement. Une bombe à retardement pour les générations futures. En d'autres termes, la France n'a pas résolu le problème. Elle a choisi quelle version du problème elle pouvait supporter politiquement. Ici, l'affaire cesse d'être locale et devient européenne. L'aquifère d'Alsace se connecte au système du Haut-Rhin, dans une zone transfrontalière entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Cela signifie que la menace potentielle ne s'arrête pas à la frontière administrative. Elle accompagne le comportement de l'eau. Et l'eau a une caractéristique humiliante pour tout État. Elle ne respecte pas les frontières, les discours ou les calendriers politiques. Une carte peut séparer la France, l'Allemagne et la Suisse. La circulation souterraine ne le fait pas. Sous terre, la géographie réelle vaut plus que la géographie administrative. Et cela transforme une erreur locale en une menace qui refuse de rester à l'endroit où elle a été commise. C'est pourquoi l'affaire Stocamine semble si perturbante dans l'imaginaire français. Ce n'est pas seulement une erreur industrielle, c'est l'hypothèse d'une erreur civilisationnelle. Vous enterrez un passif chimique sous l'une des réserves souterraines les plus stratégiques d'Europe. Des décennies plus tard, vous admettez que vous ne pouvez peut-être plus tout retirer en toute sécurité. Et puis vous demandez aux générations futures de faire confiance à l'étanchéification. Mais, si Stocamine était un cas isolé, il serait encore possible de le traiter comme une exception. Le problème est que la France connaît déjà un autre type d'héritage minier toxique, et il se trouve dans l'un des plus beaux endroits du pays. Maintenant, nous changeons de paysage. Nous quittons la mine profonde d'Alsace et nous allons aux Cévennes, forêts, rivières, montagnes, parcs, silence, pierres, lumière. C'est exactement là que le récit devient plus puissant, parce que le décor semble innocent. Et c'est justement là que le cerveau baisse sa garde. Quand la contamination apparaît à côté du béton, de la rouille et de la ruine, elle semble logique. Mais quand elle survit entre des montagnes, le silence, des arbres et de belles rivières, elle produit un autre effet. Elle semble interdite, presque indue, comme si ce territoire cachait quelque chose que le paysage ne devrait pas pouvoir cacher. Mais, dans certaines parties des Cévennes, d'anciennes mines de plomb et de zinc ont laissé une contamination qui continue de perturber les sols, les eaux et les populations des décennies après la fermeture. À Saint-Félix-de-Palières et dans les zones voisines, les reportages récents décrivent des hectares de nature apparemment intacts, coexistant avec des résidus miniers, des métaux lourds et même des mers toxiques formés par la remontée des métaux à la surface. Voici le paradoxe visuel parfait pour la rétention. L'un des paysages les plus beaux de France, portant l'un des passifs les plus invisibles du pays. Type de contradiction que le public français adore, non pas parce que c'est trop scandaleux, mais parce que cela semble trop plausible. Quand une mine ferme, l'imagination publique suppose que l'histoire est terminée. Mais post-mine n'est pas une fin. Parfois, c'est quand le conte commence. Un rapport officiel sur les anciennes mines de Saint-Félix-de-Palières et Toiras a identifié plusieurs voies d'exposition. Eau souterraine, eau de surface, poussière, sol contaminé et transfert vers les aliments locaux. Dans une campagne avec 675 volontaires, des cas ont été observés avec des valeurs supérieures aux références pour l'arsenic urinaire, le cadmium urinaire et le plomb dans le sang. Le rapport lui-même recommande la prudence avec les produits de jardin, les champignons, les escargots et autres productions alimentaires dans les zones proches. Cela change complètement la perception de l'histoire, parce que, à partir de maintenant, le problème cesse d'être environnemental au sens abstrait et devient intime. Nous ne parlons plus d'un dommage perdu dans le sol, loin de la routine humaine. Nous parlons d'une contamination qui a trouvé des routes petites, banales, silencieuses, précisément celles qui entrent dans la vie réelle sans demander la permission. Et quand un risque apprend à circuler dans le quotidien, il devient beaucoup plus difficile à ignorer qu'un grand désastre isolé. Parce qu'à ce stade,
Nous ne parlons plus d'une contamination abstraite dans l'environnement. Nous parlons d'une contamination qui a trouvé des routes concrètes vers la vie quotidienne. Poussière, eau, potager, rivière, aliments, maison. Et quand le paysage reste beau, le danger devient encore plus efficace, parce que l'invisible est toujours plus facile à nier. La question n'est pas seulement ce que la mine a laissé dans le sol. La question est ce que le sol a continué à distribuer après que tous soient sa partie. Peut-être que le détail le plus perturbateur des Cévennes est celui-ci. Même le statut de zone protégée n'efface pas la mémoire chimique du territoire. Une étude publiée dans Scientific Reports a montré que les métaux provenant des anciennes activités minières et métallurgiques restent biodisponibles pour la vie sauvage dans les zones protégées françaises, y compris les Cévennes. Le travail a trouvé une preuve directe que le plomb émis il y a des siècles reste accessible pour les mammifères vivant librement. Le cadmium a également montré un transfert vers la biota, ou en d'autres termes, le territoire peut sembler guéri sur la carte, mais biologiquement, il n'a pas oublié. Et c'est dévastateur pour le récit officiel de la cicatrisation naturelle, parce qu'un paysage peut redevenir vert bien avant de redevenir innocent. C'est peut-être l'un des détails les plus violents de tout le documentaire. La couleur revient avant la sécurité. Le vert revient en premier. L'apparence de normalité vient juste après. La confiance humaine accompagne. Seule la chimie continue. Et c'est ainsi qu'un territoire peut sembler guéri de l'extérieur des décennies avant de vraiment cesser de blesser de l'intérieur. Si les métaux d'il y a des siècles circulent toujours dans la faune d'une zone protégée, alors la question change d'échelle. Combien de temps, exactement, dure une mine ? Maintenant vient la partie la plus inconfortable du documentaire. Alors que Stocamine continue de diviser la France et que des territoires post-miniers comme Saint-Félix de Palières exigent toujours de la remédiation, le pays se remet à parler de renouveau minier. L'explication officielle est stratégique. Transition énergétique, souveraineté industrielle, nécessité de métaux critiques, réduction de la dépendance externe. Le débat national sur les nouveaux projets miniers a gagné en force et le gouvernement lui-même encadre l'exploitation comme étape préalable pour localiser des gisements économiquement viables et respectueux de l'environnement. Le détail qui intéresse le scénario est celui-ci. Le portail officiel Mineral Info mentionne un potentiel minéral justement dans la bordure cévenole, incluant des dépôts plombo-zincifères et même un potentiel en germanium. Alors la tension dramatique est prête. La France arrive à un point presque surréaliste de sa propre narration minière. Elle essaie toujours d'administrer des déchets, des métaux et des passifs qu'elle n'a pas réussi à neutraliser correctement, tout en se remettant à imaginer de nouvelles excavations comme promesse d'avenir. À ce moment, le sujet cesse d'être seulement technique ou environnemental. Il devient une crise de crédibilité. Parce que rouvrir le désir de miner avant de clore honnêtement l'héritage antérieur ne semble pas être une stratégie. Cela semble être de l'amnésie. D'un côté, la France administre toujours l'héritage toxique de l'exploitation minière passée. De l'autre, elle rouvre le discours de l'exploitation minière future. Ce n'est pas un détail technique. C'est le cœur de la vidéo. La France ne gère pas seulement ce qu'elle a enterré. Elle décide si elle a appris quelque chose de tout cela. Il est important de ne pas transformer ce documentaire en caricature, parce que le côté institutionnel a des arguments réels. Dans l'affaire Stocamine, le tribunal a compris que retirer les déchets n'est plus viable dans des conditions acceptables de sécurité. L'entreprise successeur du site affirme que la convergence de la mine et la dégradation des galeries ont drastiquement réduit la fenêtre sûre pour l'accès et les reportages récents citent l'horizon de 2027 à 2028 comme limite opérationnelle mentionnée dans le procès. Aux Cévennes, la remédiation existe aussi et continue. Umicore décrit des travaux validés par l'État en 2024 avec des œuvres réalisées entre octobre 2024 et janvier 2025 dans une zone et de nouvelles interventions prévues
pour 2025 dans d'autres secteurs. Cela rend la vidéo meilleure, pas pire. Parce que le conflit n'est pas entre bon et mauvais. Le conflit est entre deux phrases également défendables. Il n'est plus possible de retirer en toute sécurité et laisser tout là pour toujours reste insupportable. C'est la tension qui retient l'attention jusqu'à la fin. Peut-être que le grand mensonge moderne sur le progrès est d'imaginer que chaque solution technique termine le problème qu'elle promet de résoudre. Stockamine montre le contraire. Une solution créée pour contenir le danger peut se transformer, des décennies plus tard, en un dilemme géologique, politique et moral. Les Cévennes montrent la continuation du même raisonnement à une autre échelle. La mine a fermé, le paysage est revenu, mais le territoire est resté chargé de métaux, de poussière, de restrictions, de peurs et d'études tardives. Alors, voici le point qui peut vraiment faire retourner la tête du spectateur français. Le problème n'est pas seulement ce que la France a fait avec ses mines. Le problème est que le pays est peut-être condamné à discuter de nouvelles mines avant de pouvoir terminer honnêtement les anciennes. Cette phrase doit tomber comme un coup silencieux. Sous l'Alsace, le poison reste là. Aux Cévennes, le passé continue de remonter par le sol, par l'eau et par la mémoire des corps. Et, au milieu de tout cela, la France se remet à parler d'exploitation minière comme d'avenir. Peut-être que c'est la question que personne ne voulait affronter. Le débat réel n'est peut-être pas si la France a besoin de métaux. Le débat réel est un autre, bien plus inconfortable. Quel passif irréversible une société accepte de normaliser au nom de la prochaine promesse technologique? Quand la question change à ce niveau, l'exploitation minière cesse de sembler être seulement un secteur économique. Elle devient un test moral de mémoire, de limite et d'honnêteté historique. Un pays peut-il demander la confiance pour ouvrir de nouvelles plaies minières quand il n'a toujours pas réussi à fermer les anciennes? Parce que, en fin de compte, Stockamine n'est pas seulement un lieu. Et les Cévennes ne sont pas seulement une région contaminée. Ce sont deux miroirs de la même idée. Ce qui a été enterré pour disparaître ne disparaît presque jamais vraiment. La mine ferme, le risque non.